L'histoire nous a appris que la seule puissance militaire n'était pas le seul facteur à prendre en compte lorsque venait le temps d'expliquer des victoires ou des défaites militaires. Car si c'était le cas, alors Alexandre le Grand aurait été défait par Darius à la bataille de Gaugamélès en 331 avant Jésus-Christ, et les Anglais auraient subi le même sort contre les Français en 1346 à la bataille de Crécy. La guerre russo-ukrainienne est un autre exemple de la façon dont une asymétrie en termes de puissance militaire n'est pas automatiquement synonyme de défaite. Car il est inutile ici de rappeler qu'en février 2022, la Russie était considérée comme la deuxième puissance militaire du monde, après évidemment les États-Unis, tandis que les forces armées ukrainiennes étaient pour leur part classées à la 22e position. Donc ça soulève la question de savoir pourquoi, malgré ce désavantage asymétrique, l'Ukraine a non seulement été en mesure d'empêcher Moscou d'atteindre ses objectifs initiaux, mais aussi pourquoi, plus de 3 ans après l'invasion à grande échelle du pays, les forces armées ukrainiennes ont réussi à minimiser la perte de territoire et ont forcé la Russie à une guerre d'attrition sanglante pour des gains territoriaux globalement minimes. Et la réponse à cette question, et aux deux batailles précédemment mentionnées, a beaucoup à voir avec soit la stratégie utilisée ou l'utilisation appropriée de technologies innovantes. Par exemple, malgré son infériorité numérique, la décision audacieuse et contre-intuitive d'Alexandre d'étirer sa ligne eut pour conséquence un affaiblissement du centre perse, lui permettant d'en tirer profit et de vaincre jusqu'à 250 000 Perses et alliés avec sa force composée de seulement 40 000 hommes. Pour sa part, la décision du roi anglais Édouard III de se retrancher sur les hauteurs de Crécy et de s'appuyer sur ses archers à longue portée s'est avérée être la stratégie gagnante qui lui a permis d'anéantir la cavalerie lourde française, malgré une force ennemie au moins 2 fois plus importante que la sienne. Donc la guerre russo-ukrainienne est à cet égard un autre excellent exemple. Les Ukrainiens ont en effet réussi à surmonter la supériorité militaire de la Russie en s'appuyant massivement sur des drones qui ont littéralement empêché Moscou de lancer des offensives à grande échelle. Il est donc légitime de se demander si le drone constitue une technologie révolutionnaire et la guerre russo-ukrainienne un point d'inflexion historique qui indique la nature des guerres du futur. Les images des soldats russes entrant dans la ville de Pokrovsk en novembre 2025 sur des motos et des véhicules civils sans porte étaient bien loin de celles de février 2022 montrant des centaines de chars et de véhicules blindés lourds en route vers Kiev. Ils ressemblaient plutôt aux forces armées post-apocalyptiques du film Mad Max. Cette dissonance visuelle est pour beaucoup le résultat d'une révolution dans la guerre qui est largement due à l'utilisation généralisée de drones en Ukraine, qui ont révolutionné le champ de bataille de nombreuses manières, notamment en étendant la portée opérationnelle tout en minimisant les risques pour la vie des soldats, en démocratisant la puissance aérienne dont le contrôle était auparavant restreint aux nations possédant des avions coûteux, et en nivelant la relation asymétrique entre les ennemis. L'un des plus grands adversaires des commandements militaires a toujours été leur incapacité à comprendre la stratégie de leurs ennemis, ce qui les a toujours incités à souligner l'importance de la reconnaissance et de la collecte de renseignements. Si les yeux et les oreilles de l'armée ont longtemps été les hommes, l'utilisation de la cavalerie, des avions, des images satellites a remplacé cet outil au 20e et au 21e siècle. Inévitablement, cette évolution a conduit à une asymétrie entre les États qui pouvaient se permettre cette technologie. Et en raison de leur faible coût, les drones ont contribué à éliminer cette disparité en donnant aux commandants une compréhension directe et indirecte de l'activité de chaque ennemi. En d'autres termes, le champ de bataille autrefois opaque est devenu entièrement transparent grâce à la démocratisation de la supériorité aérienne rendue possible par le drone. Les commandants ont non seulement une vue complète de la ligne de front, mais aussi en profondeur dans les arrières de l'ennemi, ce qui a rendu impossible de dissimuler toute grande concentration de troupes ou d'équipements. Dans ces circonstances, les drones se sont révélés être une arme immensément efficace pour contrer la puissance militaire de la Russie en créant un environnement de combat qui rend pratiquement impossible le déploiement de grandes masses de soldats soutenus par des équipements lourds, coûteux, qui peuvent désormais être facilement détruits avec un véhicule aérien sans pilote, valant seulement quelques centaines ou quelques milliers de dollars. Pour ces raisons, l'armée russe a été contrainte d'opérer dans un paradigme qui lui était jusqu'alors complètement inconnu. Et la guerre russo-ukrainienne a donc tout l'air d'un laboratoire grandeur nature,
D'abord de la façon dont les nouvelles technologies rendent obsolètes les équipements conventionnels et ensuite de la façon dont le drone représente un point d'inflexion tactique dans les conflits humains. Dans ce nouveau paradigme, la principale victime du drone semble avoir été le char et autres équipements lourds similaires, ce qui a conduit beaucoup à affirmer que l'ère du char, qui a commencé pendant la Première Guerre mondiale et qui a radicalement modifié la guerre depuis lors, est désormais révolue. Cette croyance est soutenue par le fait que 2 tiers des chars russes auraient été détruits par des drones ukrainiens. Et cette vulnérabilité n'est pas seulement restreinte aux chars de l'époque soviétique. En fait, même les chars de fabrication occidentale, à savoir le Léopard et l'Abrams, qui coûtent 10 millions de dollars pièce, ont subi de lourdes pertes aux mains de drones explosifs coûtant à peine 500 dollars. Pour être plus précis, en mars 2025, 19 des 31 chars Abrams que les États-Unis avaient fournis à l'Ukraine en 2023 avaient été détruits ou mis hors de combat, en grande partie par des drones. C'est pourquoi ces véhicules aériens sans pilote sont donc semblables à 1000 tireurs d'élite dans le ciel, et les chars ont été leur cible la plus prisée. Donc, bien qu'elle soit utilisée tant par l'Ukraine que la Russie, l'Ukraine a vraiment été à l'avant-garde du développement et d'utilisation de cette technologie à des fins militaires. C'était, en fait, une réponse à l'asymétrie à laquelle elle était confrontée face à la Russie lorsque le conflit a évolué vers une guerre de style Première Guerre mondiale dans les mois qui ont suivi l'offensive malheureuse de février 2022. Les deux camps se sont alors retranchés dans des tranchées et ont entamé une guerre classique, principalement marquée par des duels d'artillerie et des offensives traditionnelles contre les lignes ennemies, avec des assauts de chars soutenus par des ingénieurs de déminage et de l'artillerie. Cependant, même avant sa contre-offensive ratée de l'été 2023, il était clair que les forces armées ukrainiennes n'avaient aucune chance de l'emporter dans une telle méthode de guerre traditionnelle en raison de sa pénurie de combattants et d'obus d'artillerie de 155 mm par rapport à leur ennemi russe. C'est pourquoi, à partir de 2023-2024, l'Ukraine a commencé à privilégier l'utilisation de cette nouvelle arme. Après avoir attribué l'échec des troupes ukrainiennes à percer les lignes de défense russes à l'incompétence de ses commandants et soldats, le général Valéry Zaloujny a réalisé que son échec avait plus à voir avec le simple fait que nous voyons tout ce que l'ennemi fait et qu'il voit tout ce que nous faisons et que pour briser cette impasse, nous avons besoin de quelque chose de nouveau. Le secret du succès était selon lui les drones, la guerre électronique et la robotique. Et de toute évidence, la leçon a été apprise depuis. L'Ukraine opérant un changement tactique significatif à cet égard. Et depuis lors, l'Ukraine a démontré comment les drones pouvaient radicalement modifier l'équilibre des forces entre des ennemis asymétriques en brisant la logique traditionnelle de dissuasion qui repose sur un vaste arsenal d'armes et une puissance de feu conventionnelle. Inévitablement, la révolution des drones a contraint les armées russo-ukrainiennes à modifier leurs stratégies respectives. La transparence du champ de bataille et la capacité de cibler des blindés ont empêché les belligérants de penser à des stratégies qui impliqueraient des manœuvres rapides d'hommes et de matériel lourd. Le même sort attend désormais les combattants ou les équipements qui relient la ligne de front à l'arrière. Cette zone de 15 à 20 km, qui peut également être surveillée par des drones, est également une zone chaude où tout ce qui bouge peut également être tué ou détruit. Sans surprise, les drones sont désormais les armes responsables d'un pourcentage écrasant de pertes humaines, soit entre 60 et 70%. Face à une telle situation, les armées sont désormais condamnées à repenser la manière avec laquelle elles doivent défendre leur position ou comment elles peuvent passer à l'offensive. Et de ce fait, le conflit ne ressemble à aucun autre auparavant, notamment en ce qui concerne le rythme des attaques. Car les drones ont sérieusement entravé la mobilité des troupes russes qui ont été contraintes de se démécaniser, ce qui rend littéralement obsolète la stratégie militaire de la Russie et le matériel sur lequel elle s'est historiquement appuyée pour l'emporter. Et afin de briser l'impasse causée par le champ de bataille transparent, les forces armées russes ont dû privilégier des tactiques d'infiltration menées par une poignée d'hommes visant à perturber les forces ukrainiennes depuis l'arrière, à travers des canalisations de gaz souterraines, à l'aide de couvertures pouvant masquer la signature thermique des soldats. Ils ont également testé et utilisé des dispositifs de fumigène artificiels, fixes et mobiles, qui leur permettent de dissimuler leur matériel militaire à l'ennemi. Peut-on pour autant extrapoler du conflit russo-ukrainien ce que seront les guerres de demain?
L'apparition à grande échelle de drones sur le champ de bataille du Donbass doit-elle conduire d'autres États à modifier la nature de leurs investissements dans la sphère militaire? Sans nier que cela puisse être le cas, il n'en demeure pas moins que de nombreux obstacles pourraient encore empêcher cette crise apparente des armes conventionnelles de déboucher sur un nouveau paradigme stratégique. Alors, si de nombreux chercheurs et analystes ont suggéré que le drone pourrait mener à une révolution militaire et stratégique, d'autres ont pour leur part fait preuve d'un plus grand scepticisme. Premièrement, malgré les effets spectaculaires qu'ont eu le drone sur la stratégie militaire en Ukraine, il y a néanmoins des raisons de croire que leurs impacts pourraient n'être que de courte durée. En effet, comme ce fut le cas avec d'autres innovations militaires, des contre-mesures ont toujours été développées pour compenser leurs avantages. Dans le cas des chars d'assaut, ce fut le cas par exemple par le développement et l'utilisation des mines ou des armes lance-roquettes comme le bazooka, le Panzerfaust allemand ou le javelin. La guerre russo-ukrainienne a également vu le développement de telles contre-mesures, certaines plus efficaces et plus loufoques que d'autres. Et on peut penser à cet égard à la variété de filets, de pointes et de cages de type Mad Max que les deux belligérants ont installés sur leurs chars et autres équipements lourds. Donc, le degré d'efficacité de ces contre-mesures improvisées reste à déterminer pleinement. Cependant, la principale menace à la suprématie potentielle des drones demeure le risque que des contre-mesures en viennent un jour à annuler complètement leur potentiel. Donc, en d'autres termes, il est clair que les drones ne pourront maintenir leur suprématie que dans la mesure où leurs avantages opérationnels ne seront pas annulés par le développement de contre-mesures beaucoup plus efficaces. Deuxièmement, il est également nécessaire de prendre en compte les particularités de la guerre russo-ukrainienne avant de les extrapoler à ce à quoi pourraient ressembler les conflits du futur. Car à la lumière des impacts des drones depuis 2022, certains ont soutenu que les pays, en particulier l'Occident, qui envisagent peut-être un jour de mener une guerre contre la Russie dans un avenir proche, doivent désormais abandonner la doctrine de la guerre mobile, qui semble être devenue complètement obsolète. Bien que convaincante à première vue, cette thèse doit néanmoins prendre en compte les particularités du conflit. À cet égard, il est important de comprendre que les drones n'ont pas mis fin à la guerre de mouvement en Ukraine, qui avait déjà largement pris fin à la fin de 2022, alors que les drones étaient encore une arme relativement marginale. Cela signifie donc que le caractère désormais largement statique du conflit en Ukraine ne peut être directement lié aux drones et qu'une armée ayant une stratégie et une doctrine différentes pourrait ne pas rencontrer les mêmes problèmes que les forces armées russes, dont la méthode de guerre privilégiée, qui repose largement sur l'attrition et les mouvements lents, la rend particulièrement vulnérable à la suprématie des drones. Autrement dit, si deux États adhérents à une doctrine militaire d'inspiration russe finissent par s'affronter, il est probable que leur utilisation respective de drones conduira inévitablement le conflit à devenir statique, dans la mesure évidemment où les contre-mesures se révéleront inférieures au potentiel des drones. Cependant, que se passerait-il si la stratégie et la doctrine militaire d'un des belligérants reposaient en grande partie sur la manœuvre, comme c'est le cas des États-Unis? L'hypothèse générale de ceux qui soutiennent la thèse selon laquelle les drones condamnent la guerre de mouvement répondrait certainement que cette décision serait comparable à celle des États qui ont choisi de maintenir des unités de cavalerie dans les années 1930 plutôt que de développer des forces blindées. Mais les sceptiques répondraient en revanche qu'une force militaire capable de prendre l'initiative après une offensive rapide de type guerre éclair qui désorganisera en profondeur les positions défensives de l'ennemi ainsi que ses systèmes logistiques et de communication aurait de très bonnes raisons de ne pas craindre les drones. Car dans pareilles circonstances, les drones se révéleraient en effet inefficaces si, comme ce fut le cas lors des guerres du Golfe en 1991 et en 2003, l'État les possédant ne serait pas en mesure de soutenir le choc initial de l'attaque, comme ce fut le cas à l'époque avec l'Irak de Saddam Hussein. Il est donc possible de conclure que les drones ont en effet le potentiel de révolutionner la guerre. Cependant, ce potentiel dépend de deux considérations importantes. Premièrement, seulement si les contre-mesures ne s'avèrent pas plus efficaces que les drones. De plus, la guerre russo-ukrainienne demeure une guerre particulière avec des ennemis qui partagent la même doctrine militaire qui ne peut pas nécessairement être universalisée à tous les autres pays, surtout avec la doctrine de la guerre éclair que les États-Unis ont privilégiée contre l'Irak, par exemple en 1991 et en 2003. Donc avec l'aide de contre-mesures efficaces, il est raisonnable
de penser qu'une stratégie réussie, qui consisterait en des attaques éclairs avec des chars capables de perturber rapidement et durablement les positions, la logistique et les communications de l'ennemi, ne subirait pas le même sort que des équipements similaires en Ukraine. Autrement dit, malgré les avantages formidables que peuvent apporter les drones, cela ne signifie pas que la guerre de mouvement est terminée. Au contraire, peut-être que ses meilleurs jours sont encore devant elle.